Parti. Ok. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de la précédente. C'est pas vrai. Ce sera une après-séance sur le film Tenet. Je me trouve actuellement en compagnie de Hugo ici présent Bonjour à tous. et de Basile et Rafiki. Bonjour. Est-ce que vous êtes heureux d'être là les garçons? Je t'en prie mec, à toi l'honneur. Oui. C'était concis. Alors dans le sens où je suis un peu chez moi ici, bah oui, très clairement. C'est pas vrai. On est chez toi. Non mec, on est chez moi, c'est vraiment incroyable. Alors je m'en doutais pas vraiment. Franchement, Je- l'illusion est parfaite. J'ignorais ce fait. Bon, bah très bien. Bon alors Tenet. Est-ce que vous voulez un petit pitch sur le film Tenet? Moi personnellement je suis chaud. Très très chaud. Ouais, je suis Ok. très chaud. Alors que la Troisième Guerre mondiale menace d'éclater, un agent de la CIA, joué par John David Washington, doit tout faire pour éviter ce drame. Accompagné du seul mot Tenet, il se retrouve alors lancé dans une mission qui le mènera aux limites de l'espace-temps. C'est cosmique. C'est cosmique. Sympathique. Dans une course contre la montre et accompagné de Neil, joué par Robert Pattinson, le protagoniste devra jouer avec les dimensions temporelles. Arrivera-t-il à temps? Époustouflant. Ça a l'air incroyable. Époustouflant. J'ai envie de le voir. Tellement mec. J'ai envie de le voir maintenant. Moi je l'ai déjà vu en vrai. Je pense mais- que c'est là, c'est que tu l'as déjà vu. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Ben. Vas-y, je t'en prie. Ah Honneur à l'autre. bon, plus solennellement, pardon. Tenet, ça a été le premier film que j'ai vu après le confinement. Donc, je sais pas si c'est votre cas d'ailleurs. Attends, je réfléchis. Non, c'était été 85 de France. Ah oui, Télévisions. moi aussi. Ouais, D'accord. été 85 aussi, ouais. Donc, c'est d'autant plus bouleversant parce que je suis passé de mon petit format d'ordinateur portable où je regardais mes vieux films en streaming parce que je ne possède pas Netflix à du gros son et de la bonne 4K sur un giga écran. Donc déjà rien qu'au niveau de la prouesse technique et de l'enregistrement, j'ai bien kiffé. Est-ce que tu l'as vu en IMAX? Non, Ah, j'ai si, pas vu en il est IMAX. Apparemment, il est ouais. incroyable en IMAX. Mais, En plus, ouais. c'est vachement immersif Ouais, déjà. c'est ça. Et rien que je reprends un peu, le truc qui m'a entre guillemets choqué dès le début, c'est je suis passé du coup d'un vieux son de merde d'ordinateur Ouais. à une grosse fusillade dès les 3 premières secondes du film qui te met dedans directement. Donc rien qu'au niveau de ça, l'ambiance, j'ai adoré. C'était du coup le premier film que j'ai vu après le confinement. Et après, si on parle un peu plus du fond et de ce que j'ai vraiment aimé sur le film, c'est que déjà d'une, ça reprend vraiment des thématiques fortes qui sont souvent abordées dans les films de Nolan, donc à l'instar de Inception ou Interstellar, où il y a vraiment ce voyage, cette introspection sur des thèmes forts. Donc on a traversé le rêve, l'espace. Donc là, on traverse aussi le temps, même s'il a déjà été abordé Interstellar. C'est vraiment pour moi un film que j'ai trouvé très intéressant à regarder et je le recommande. Mais en fait. ouais. En vrai, c'est intéressant parce que c'est vrai que Tenet a sorti beaucoup de gens de chez eux quand même. Très pour aller au clairement. cinéma. Ouais. Et Très c'est ouf clairement. parce qu'il a un peu cette aura de film qui a sauvé, entre gros guillemets, le cinéma. Ouais. Il l'a pas vraiment sauvé parce Sauvé, que je le cinéma pense pas. est encore dans la merde. Bah oui. Mais il y a beaucoup de gens qui Mais sont allés c'est Mais il y a, surtout il y a que- plutôt un gros débat sur ça, je sais pas si vous avez vu la vidéo de In the Panda justement qui parle de ça. Est-ce que Tenet va sauver le cinéma? Ouais, je l'ai pas vu. Et en gros, lui, il estime que non, parce qu'on est trop habitué à être au cinéma américain et atteindre le cinéma américain, alors qu'il y avait d'autres films français qui méritaient d'être vus en salle et que les gens ont délaissé au profit de Tenet. Si j'ai quelque chose à dire, c'est que c'est du Christopher Nolan et c'est du cinéma entre guillemets grand public. C'est la chose qu'on va le plus. Enfin, c'est ce qui est Ouais. beaucoup plus médiatisé, donc c'est pour ça que ça va pas relancer l'industrie du cinéma. Mais du coup, vu qu'il y a eu une grosse médiatisation derrière Ouais, ce ouais. film, et surtout C'est avec un un film très bon d'action avec une casting, grosse Et puis- affiche. et donc puis, forcément. Rien que d'aller au cinéma, genre tu vas voir tous les autres films qui sont à l'affiche. Tu vois, en étant allé voir Tenet, j'ai vu la bande-annonce juste avant de Le Bonheur des uns par Mhm. exemple. Et je suis allé le voir. Je suis allé voir quoi d'autre non mais tu vois, et en fait plein de films Oui, 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 français forcément. que je serais pas allé voir si j'avais pas vu les bandes-annonces avant Tenet. Du coup peut-être que quand même le fait de m'avoir ramené au cinéma ça m'a permis d'aller voir d'autres films français. Mais ouais. D'aller- Non vas-y. Ok. Non, moi j'allais faire une transition vers Mais la t'as partie pas en fait. dit ton avis? Oui, Ouais. de ton Oui, c'est avis. vrai, j'ai oublié. Qu'est-ce que Ok. tu en penses, Carla? Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film, c'est loin d'être mon Nolan favori. Je trouve qu'il perd plus le spectateur que ses films précédents en soi, mais ce qui en soi était aussi recherché parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais le personnage de Clémence Poésy, la scientifique, elle dit au tout début du film au protagoniste qu'il faut pas essayer de tout comprendre mais qu'il faut ressentir. Le film était entre guillemets compliqué. Moi je sais que j'avais compris le principe du film quand ils l'ont écrit, dès l'instant où c'est introduit.
Mais moi, c'est vraiment que la bataille finale, avec le côté visuel qui m'a vraiment fait comprendre comment ça pouvait fonctionner. Parce que avant, il n'y avait pas vraiment eu de scène où il y avait les deux éléments qui se mélangeaient, et c'est depuis que cette scène-là où j'ai réussi à comprendre, entre guillemets, au niveau visuel, le film. Et c'est que au début j'ai trouvé ça très rapide, il y a beaucoup de plans, beaucoup de plans d'affilée sur des endroits totalement différents. Non mais moi qu'est-ce que j'en ai pensé de Tenet en soi il y a beaucoup de creux en fait dans le scénario que je trouve extrêmement dommage. Je sais que blablabla c'est une volonté de Nolan de pas trop développer ses personnages et tout, mais là en fait les ennemis je ne les connais pas, je sais pas qui c'est. Sator, aucun attachement auprès de ce mec puisque et c'est presque limite plus important de développer les motivations des ennemis que de développer les motivations des protagonistes et du protagoniste. Et là pour le coup Sator, je sais pas. Ouais, mais c'est le mec qui va détruire le monde en fait. Oui, voilà. C'est vraiment un peu la dynamique. Ouais, voilà, ça. En plus, il est dans le présent, lui, et pourtant, il veut quand même détruire le monde, donc c'est pas le même effet recherché que les gens du futur qui veulent détruire le monde pour sauver la planète, et avec le paradoxe du grand-père et tout. Mais du coup, plein de trous, et effectivement, genre, je pense que aussi, si ce film est flou et étrange et il passe trop vite sur certaines choses et du coup il est compliqué de le comprendre, c'est parce que Nolan a écrit ce film tout seul et que clairement je pense pas qu'il sache vraiment faire ce genre. Et je pense que 2h30 pour un film de cette envergure c'est très peu. Oui, après 2h30 t'as le temps de dire des trucs quand même. Après pour moi le manque de personnalité des personnages c'était vraiment un choix de Nolan, c'était pas... Pour tous les points flous qu'il y a dans le scénario, je veux dire même du point de vue du développement de l'intrigue et tout, en fait je pense que il a essayé de faire, c'est la sensation que j'ai, c'est qu'il a essayé de faire passer des faiblesses d'écriture pour des choses... Pour de la complexité. Ouais voilà c'est ça, alors que juste... en fait, ça me touche. Parce que de manière générale c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps, à pas savoir mettre les mots exactement sur ce que je pense, etc. Mais c'est un truc que normalement les gens qui font du cinéma doivent savoir faire. Du coup Tenet c'est quand même un film qui porte sur le voyage temporel. Je crois que Basile a des choses à nous dire sur le voyage temporel et le cinéma. Justement, j'ai 2-3 trucs à dire effectivement sur le voyage temporel. Et alors, tu vas le dire parce que tu les connais pas. Oui, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai du mal à mettre des mots sur ma pensée, de manière générale. Parce que ici à Extérieur Nuit, on prépare nos vidéos à l'avance. Très peu de préparation à Extérieur Nuit. Et ce n'est pas du tout une chronique que j'ai écrite en cours. Bon voilà, le voyage dans le temps est partout et ça commence un petit peu à me gaver. Non mais c'est vrai, j'étais heureux en voyant Retour vers le futur, surtout qu'il y a Marty qui pécho sa mère, il y a un petit côté incestueux qui me fait vibrer perso. Mais après vient Harry Potter 3 et la petite Hermione qui commence à titiller la fibre du ras-le-bol. Bah ouais, la gamine, elle remonte dans le temps, dans le 3, mais après elle croit que c'est plus possible du tout dans les autres films de la saga quoi. Il y a un truc qui cloche. Donc moi j'aurais été Harry, j'aurais piqué son collier magique, j'aurais remonté dans le temps jusqu'au 31 octobre 1981, j'aurais pris le train jusqu'à Godric Solo et j'aurais attendu Voldemort en sirotant une petite bière au beurre et dès que je le vois, Voldemort, petite Avada Kedavra dans sa tête et j'aurais passé ma vie pépouze avec mes parents. J'aurais vu juste les Dursley pour Noël, mais c'est tout quoi. Bon, soit, passons cette incongruité scénaristique, c'est une facilité qu'on peut se permettre une fois, je veux dire, peut-être qu'ils avaient un petit manque d'inspi, ils se sont dit vas-y on va caler un petit voyage dans le temps là, la petite Hermione elle pourra regarder tous ses cours, on pourra sauver le parrain. Mais non, bah non, bien sûr que non, parce que là arrive l'enfant maudit, et alors l'enfant maudit ils sont partis envoyer sur le voyage temporel. L'enfant maudit je l'ai pas vu putain. Et ben c'est normal, c'est vraiment pas du tout. Mais ils en ont pas fait une adaptation non? Alors, non, c'est une pièce de théâtre. Alors effectivement, c'est une comédie musicale, et on m'a dit mais oui mais la comédie musicale elle est trop bien, blablabla. Et ben j'espère parce que le bouquin il est à chier. J'ai donc pris la sage décision de me calmer en regardant ma Madeleine de Proust, Naruto. Et alors quand je regarde Naruto je suis bien de manière générale. On comprend pas où je vais. Ah non mais on me... C'est une chronique sur Tenet. Alors je regarde Naruto, je finis Naruto Shippuden, je me dis vas-y je vais regarder Boruto. Et bah il y a un voyage temporel dans Boruto. Bah oui parce qu'apparemment Sasuke il renvoie Boruto voir son père paternel genre 20 ans plus tôt quoi. Mais même dans Boruto, je veux dire, le nom de Boruto, c'est la suite de Naruto. Il y a déjà au niveau de l'inspi, on sent l'inspi quoi. Rien qu'au niveau du titre.
Et puis ils se sont dit bah vas-y en fait on va pêcher des éléments scénaristiques dans toutes les autres œuvres du monde, c'est-à-dire le voyage dans le temps, super. Belle preuve d'originalité, bravo. Enfin bref. Ils ne se sont pas foulés pour le nom de la série et ils se sont pas foulés pour le scénario, c'est parfait. Bon j'étais désespéré, hein. Là je peux vous dire que j'étais dans mon lit, en Ça train se de comprend. pleurer, mais comme je n'avais jamais Ça se pleuré. voit, mec, hein, vraiment. Ah oui, ça non, se mais- voit. Ça a l'air dur. J'étais outré, je vous dis. Et chose que j'avais jamais fait, hein, parce que mes parents sont athées, je suis athée, j'ai prié. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, quand vais-je trouver un produit culturel qui traite du voyage temporel de manière originale? S'il vous plaît, Dieu des scénaristes, éclairez notre chemin vers un monde sans voyage temporel maltraité. Vers des œuvres culturelles qui ne laissent pas la porte ouverte à une série de Deus Ex Machina, voire même à de complètes incohérences. Et alors là, croyez-le ou non, mais Dieu se pointe dans mon salon et il me dit: tiens mon fils, voilà Christopher Nolan. Et alors, bon, non mais c'est vrai, attendez, Christopher Nolan, il sait gérer ce truc. Et ce qu'il fait dans Interstellar, je parlais d'Interstellar avant, c'est de la hard science. C'est-à-dire qu'il développe et extrapole sur des concepts physiques valides. Il a poussé à ses limites, en fait, la théorie de la relativité développée par Einstein et Rosen. Ça se voit qu'il a taffé les théories de la relativité restreinte, générale, les trous de verre, les trucs comme ça. Bon, en fait, pour faire vite, c'est une théorie scientifique qui dit que l'espace, le temps, la gravité sont liés. Et qu'en gros, si tu tournes très vite autour de quelque chose de très gros, eh ben tu peux voyager dans le temps. Et là, en l'occurrence, tu peux voyager dans le futur. C'est le principe physique qu'il a développé dans Interstellar. Je dis pas qu'Interstellar c'est un documentaire, voire même que c'est réaliste. Interstellar est fantastique parce qu'il est à moitié dans la branlette scientifique et intellectuelle et à moitié dans l'extraordinaire. Parce que Nolan développe toute une imagerie complètement fictive autour de phénomènes scientifiques complètement vérifiables. Et c'est magique parce que Nolan c'est le moment où l'art complète le réel. Et on pourrait se dire, bah Tenet, on sait que ça parle de voyage dans le temps et tout, peut-être qu'il va se répéter au final, Nolan. Et en fait, non, pas du tout, et c'est là où il est super fort. Parce que c'est complètement différent. Nolan repense encore une fois le voyage dans le temps, et du coup, on sort de la salle sans se dire, oh j'ai encore vu un truc de voyage dans le temps, j'en ai marre, j'ai déjà vu cette chose. Mais en fait, non, pas du tout. Et alors, il y a deux choses fantastiques, par lesquelles je vais terminer. Il pose des règles d'entrée nette avec son principe et il esquive plein de paradoxes pour mieux traiter justement le paradoxe du grand-père. Il esquive déjà le truc de est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'il y a des effets dans le passé et tout, en disant il faut pas qu'on se touche sinon le monde implose apparemment. Bon, il n'y a pas tellement d'explications mais au moins c'est net et on sait où on va. Et le deuxième truc, c'est, moi il y a un problème qui me tarabuste et même dans la vie de tous les jours, c'est si on avait déjà inventé la machine à remonter dans le temps, on l'aurait toujours su. Parce que, je vais être plus clair. Tu sais, c'est stylé ce que t'es en train de dire là. Ouf. Sans deck. Si alors, je vais poser le problème. Si un jour dans notre futur on trouve le moyen de remonter dans le temps, pourquoi est-ce qu'on revient pas dans notre passé pour nous dire comment est-ce qu'on s'y est pris quoi. Si un jour on invente la machine à remonter dans le temps, il est logique qu'on soit toujours au courant. Par exemple, si en 2050, j'invente une machine à remonter dans le temps, et ben là je m'attendrais à me voir apparaître. Bon, j'ai pas inventé la machine à remonter dans le temps parce que manifestement, je ne suis pas remonté à ce moment-là. Et du coup, c'est pas le cas dans Tenet. Parce que le postulat de départ, c'est pour remonter dans le temps, faut les vivre en fait ces années-là. Et il faut les inverser. Si je veux remonter 10 ans en arrière, je dois attendre ces 10 années. Et donc ce paradigme de départ évite que la technologie voyage dans le temps soit toujours possible et que du coup ça pose plein de problèmes dans le scénario. Donc c'est assez intelligent de sa part d'avoir fait ça. Et du coup il fixe vraiment les règles de manière simple et efficace. Et le deuxième point que j'aimerais souligner quand même, c'est qu'il y a un message extrêmement puissant dans ce voyage temporel. Je veux dire que c'est pas simplement un ressort scénaristique pour combler un vide. C'est une réflexion écologique. Finalement, il renverse le problème, il nous dit à nous, regardez, vous foutez le monde en l'air avec votre pollution et vous condamnez vos petits-enfants.
Et bah voilà, maintenant vos petits-enfants, ils sont là, et ils veulent vous buter pour avoir un monde meilleur dans leur présent. Et du coup, je trouvais ça super fort de sa part aussi. De faire un film écologique sans, je pense, jamais dire Dans les du mot écologie, une seule fois dans le film. Mais c'est ce qu'il y a de moi, ce que je trouvais vachement intéressant sur quasiment tous les films de Nolan, enfin je les ai pas tous vus mais je les ai fait en grande partie, c'est qu'en fait le temps c'est central chez Nolan. Et ce que j'adore chez Nolan c'est qu'il a, bon on peut pas explorer toutes les facettes du temps, mais il a quand même fait un gros travail de débroussaille sur la temporalité. Si tu prends Interstellar, bah là du coup tu as cette notion scientifique avec la hard science qui est abordée, donc là c'est vraiment entre guillemets des choses qui peuvent... Enfin, pardon, non. Comment dire ça, putain. C'est entre guillemets des choses qui sont calculables et qui pourraient être prouvées. Donc il s'est quand même basé sur des études scientifiques, une équipe de scientifiques, en plus je crois qu'il a travaillé un peu sur lui avec Interstellar. Et du coup il y a ce principe un peu scientifique du temps qui est abordé, donc quelque chose de beaucoup plus mathématique, de beaucoup plus cartésien. Dans Inception, c'est déjà plus de l'onirisme, donc là il a totalement créé sa temporalité aussi, donc avec ce temps qui a une durabilité dans les rêves. C'est ça, donc des épaisseurs des rêves. Et ce qui reste très cohérent parce qu'en fait il l'installe dès l'entrée de son. Que c'est vraiment cette notion de temps qui est vraiment, qui est très importante sur Nolan quoi. Mais ouais. En fait, je trouve que Nolan se détache vachement des autres réalisateurs qui parlent du temps, dans le sens où il arrive à créer des façons de considérer l'espace-temps différentes pour chacun de ses films qui portent sur ça. Alors que quand même le sujet est quand même vachement souvent traité de la même façon. Bah oui, c'est ça. Où ils se prennent les pieds dans le tapis, tu vois. Ouais, c'est ça qui, moi, m'excède. Et en fait, le problème du voyage dans le temps, c'est aussi tous les paradoxes que ça peut entraîner et choses comme ça. Et Nolan est super fort parce qu'il, justement, il évite tout ça. Et à chaque fois. Après, il y a beaucoup de films aussi qui portent sur le voyage dans le temps, mais qui sont pas faits pour être des films sérieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de comédies qui jouent sur ça, et ça me dérange pas à ce moment-là qu'il y ait des incohérences. Ouais, parce que c'est le principe du film, comédie, censé faire rire. Les retours vers le futur, je les adore, je sais pas si vous avez vu. Et là, à la limite, tu vois, même dans Retour vers le futur, c'est bien géré. Le premier est super bien géré, parce que du coup, avec l'effacement sur la photo et tout. Après, ça a pas de. Enfin, je sais pas si c'est logique dans le film. Ouais, c'est ça. On a eu cette discussion avec des potes justement juste après la sortie du film, c'est que on aime beaucoup parler des films après être sorti des salles. Et du coup on a eu un gros débat sur le temps, c'est que moi je trouve super intéressant c'est surtout que dans beaucoup de films on va considérer que le temps suit ses propres règles, donc vraiment c'est entre guillemets, je sais pas si vous voyez cette cohérence entre tous les réalisateurs qui vont s'accorder à dire que un film sur le voyage dans le temps, retour en arrière, on peut pas rencontrer son double, etc. Et on avait eu ces débats, du coup juste après Tenet, donc on a vraiment ce contact entre lui qui revient durant la bataille dans l'aéroport, donc ils sont vraiment les deux à se battre, c'est que en fait, on ne connaît rien du temps, donc il brise tous les pseudo-paradoxes posés par tous les films qu'il y a eu avant, et il aborde le temps d'une autre manière. Donc c'est en fait juste une interprétation cohérente, parce que nous on n'y connaît rien en soi, juste au principe scientifique et humain, on a beaucoup moins de connaissances que ce qu'on prétend quoi. Et puis même, je trouve que c'est vachement important que si ton film utilise le voyage dans le temps, il faut que ce soit central dans le film. Parce que par exemple, dans Harry Potter, franchement ça casse tout. C'est le Deus Ex Machina vraiment. Ah mais oui, ça très clairement. Ça pète tout, et je trouve ça super dommage, parce qu'ils auraient pu s'en sortir autrement à mon avis. Et après en soi c'est pas la faute du réel, c'est la faute de J.K. Rowling. Oui, complètement, mais voilà. Bon après je pense que dans Harry Potter il n'y avait pas vraiment cette notion d'être un film des romans à dimension temporelle. À l'origine elle écrivait son livre pour enfants, mais elle a pas... Ouais, mais bon... Ouais non mais c'est toujours... Oui, bien sûr. Ok, alors, outre la question temporelle, est-ce que vous trouvez que Tenet est de la même lignée que les autres films de Nolan ? Parce que moi j'aurais des petits trucs à dire sur ça. Je pose la question parce que... J'aimerais bien en parler quand même. Non, pas du tout. Bah vas-y, parle-en si tu veux. Ok. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il avait essayé de combler des vides scénaristiques par de la fausse complexité. Je suis d'accord avec ça, tout à fait. Par contre, pour les personnages, à mon avis, c'est vraiment une volonté de sa part. Pour le coup, je trouve ça plutôt très bien fait. C'est un film qui est beaucoup moins personnel que ses films précédents. Quand tu compares à Inception ou à Memento par exemple, la musique elle est plutôt faite par Hans Zimmer et c'est un nouveau monsieur qui s'appelle Ludwig Göransson apparemment. Là, c'est sûr. Ludwig Göransson. C'est un prénom difficile à prononcer. Qui a réalisé qui a fait la musique du coup. Et même je trouve que même dans le thème, on retrouve quelque chose de beaucoup moins personnel et de beaucoup moins touchant. Il n'y a pas de thème principal comme vous pouvez y avoir dans Interstellar par exemple. Bon mais je sais pas, vous avez vu le making of d'Interstellar ou pas ?
Non. Putain, genre. On peut pas pardon. dessus, je suis désolée. Mais non, mais justement, c'est que vraiment il y avait cette dimension vraiment incroyable dans la BO Ouais. de Interstellar. C'est ça. Et en regardant le making of, c'était avec Hans Zimmer, ils avaient tourné dans une église à Londres Ah, ou, si, ou en Angleterre. Et tu vois le son quand ils sont en train de travailler avec le son, les micros, c'est incroyable. Donc, de toute manière, après, au niveau de la bande originale, j'ai vraiment trouvé que les films Interstellar, Inception ou même Memento étaient beaucoup plus contemplatifs que Tenet. Ouais. Ça reste des films d'action, Interstellar moins quand même, mais Inception oui. Mais c'est des thèmes qui sont entre guillemets beaucoup moins. Je sais pas, ils laissent Ouais. Mais beaucoup. tu vois, Je sais genre- pas comment expliquer, mais. Cette cassure entre les deux types de films, à mon avis, elle est vraiment volontaire. Oui. Et même s'il y a genre du négatif, de la fausse complexité, qui est pas forcément voulu, à mon avis, on associe aussi à ça genre d'autres choses dans le manque de complexité des personnages et tout ça, qui est pour moi voulu et qui est assez intéressant en soi. Parce que le message qu'il fait passer est universel et à mon sens, c'est aussi pour ça qu'il a décidé de faire ça de cette manière-là. Et pour moi, ça se détache vachement des films précédents de Nolan et pas forcément dans un mauvais sens. Et même s'il y a des incohérences, enfin pas vraiment des incohérences mais des Même défauts, ça peut- visuellement, il est beaucoup Ouais. plus classique que les autres. Hein. C'est Il ça. est beaucoup plus froid et. Ouais, mais c'est ça en fait, il est très froid. Ouais. Et il joue. Enfin. J'ai pris une double claque en regardant Interstellar. Parce que les bibliothèques, les trucs et tout. Et là, mais quelque chose de beaucoup plus sobre quoi. Du coup, alors, moi j'aimerais bien vous parler de deux théories maintenant que je trouve assez intéressantes qui peuvent mettre en lumière certains éléments du film. La première théorie, c'est pas vraiment une théorie, c'est plutôt quelque chose d'historique, ça se base sur des faits historiques en soi. Alors, je vais un peu m'appuyer sur mes notes parce qu'il y a des mots en latin que je maîtrise pas. Est-ce que vous connaissez la théorie est-ce que vous connaissez le carré Sator? Non. Aucune. Je sais pas de. Alors là, je suis pris de court, je sais pas de quoi il s'agit. Je vais t'expliquer ça tout de suite, Ah, vas-y, je Rafiki. Alors, le carré Sator, c'est un carré qui a été découvert à Pompéi en 79 après Jésus-Christ, d'après mes recherches. C'est bien. Carla, historienne de renom à Extérieur Nuit. Alors, ce carré est composé de 5 mots qui sont tous les 5 des palindromes, ce qui signifie qu'ils peuvent être lus dans les deux sens. T'as vu Pas ça? mal. Le mot central, c'était net justement, et ce mot il forme une sorte de croix autour de laquelle tous les autres mots ils s'articulent. Et là, je vais passer aux autres mots, parce que du coup, c'est en latin. Il y a le mot sator dedans, donc, qui signifie en latin laboureur, ou le père, mais dans le sens de créateur. Il y a le mot arepo qui ne signifie rien en latin, mais Arepo. charrue. Ils Charrue en gaulois. Charrue en gaulois. Charrue en gaulois. Donc le mot du milieu c'est tenet qui veut dire il tient, il garde, mais qui veut aussi dire principe en anglais. Il y a le mot opéra qui plus que l'opéra veut dire aussi le travail et l'œuvre, et le mot rotas qui veut dire le rond, mais surtout par extension le cycle ou le temps. Et du coup on remarque que ces 5 mots, il n'y a pas que le mot tenet qui est utilisé dans le film, les 5 mots sont retrouvés dans tenet, ce qui est vachement intéressant, mais du coup Sator c'est celui dont on a déjà parlé, l'antagoniste Monsieur principal. méchant. Le mari de Kat, le père de Max. Arepo, donc, c'est le nom du faussaire qui réalise les faux Ouais. tableaux dont on parle. Oui. La première scène se déroule dans un opéra. Tenet, bien sûr, c'est le nom de l'organisation. C'est vraiment le. C'est vraiment Ah, mais c'est le nom du Ça- film. Qu'est-ce que c'est ça de l'organisation plutôt mystérieuse C'est vrai qu'il y a une mystérieuse cette organisation. C'est quand même vachement mystérieux, je trouve, Ouais. qui agit dans le film, donc. Et Rotas, c'est le nom de l'entreprise, même si je l'avais pas retenu, j'ai fait des recherches, qui loue les box aux clients super riches. C'est Ok. les entrepôts sécurisés là. Ah, mais oui. Ah Voilà. oui. Dans l'aéroport. Je me suis mal exprimée, mais. Dans t'as l'aéroport, capté. quand le Pentagone. T'as capté. Ça, c'est quand ils gardent les œuvres d'art Ouais, c'est ça. sur le trafic. Ouais, dans le Pentagone. Et C'est du ça. coup, même si personne sait vraiment, c'est vachement mystérieux ce carré Sator, parce que personne sait réellement à quoi ça sert, personne sait vraiment ce que c'est. Apparemment, ça aurait été un truc qui aurait été utilisé par les chrétiens pour se reconnaître entre eux, mais personne n'en a de preuves. Je me sens vachement déstabilisée. Et même si Nolan s'est pas exprimé sur ça, du coup ça lui a servi vraiment de base, et on peut remarquer vraiment un parallèle entre ces mots qui sont inversibles et les inversions qui ont lieu tout au long du film. Parce que même, je sais pas si vous avez vu, mais dans la bande-annonce, au tout début, la présentation des lettres de Tenet, t'as les premières lettres dans un sens et le reste du mot dans l'autre sens. Et du coup, ça joue vachement sur ce mot qui est comme ça dans ce carré Sator. Et je trouve ça vachement intéressant. Et après, j'avais une seconde théorie, mais qui pour le coup, c'est vraiment de la théorie, mais que je trouve assez intéressante et plutôt viable parce qu'il y a pas mal d'indices à mon sens. La théorie, désolé. C'est la théorie selon laquelle Neil serait en réalité le fils de Kat et de Sator, Max. Je ne connaissais pas cette théorie. Je t'en ai déjà parlé 10 fois, faire le mec là. Je la prends devant vos yeux ébahis. Genre, si tu lui détailles là. Instruis-nous. Instruis-nous. Et alors je vais vous instruire. Ah, yes. Alors,
Déjà, il y a quelque chose qui est pas très important en soi, mais qui peut quand même être lié à ça, c'est le fait qu'ils éteignent les cheveux de Pattinson de la même couleur que celle de l'enfant Max dans le film. Genre, il y a vraiment aucune raison pour laquelle ils auraient pu lui teindre les cheveux, sauf celle-là, à mon sens. Le second... un second truc qui pourrait appuyer cette théorie, c'est aussi le fait que, je sais pas si vous vous rappelez, la première scène où le protagoniste rencontre Neil, quand il lui dit qu'il veut un coca. Ouais. Et il lui demande s'il serait capable de prendre en otage une femme et un enfant. Et genre c'est quand même un truc super spécifique, et du coup cette femme et cet enfant ça pourrait être Kat et Max en soi, et il lui demanderait si, il ferait ça pour vérifier si le protagoniste qu'il rencontre qu'il a face à lui a la même moralité que celui que lui connaît dans le futur. Et je trouve ça vachement intéressant. Il y a quelque chose qui pour le coup est pour moi la plus grande preuve, parce que vraiment je sais pas comment il aurait pu savoir ça sinon, c'est le fait que quand ils parlent de leurs vacances au Vietnam, même Kat ne se souvienne pas de la date des vacances, et que Neil la ressort aussi facilement. Oui, c'est dans quelle scène du film ça Je sais que il y a le est balance protagoniste sur comme la ça. gauche, il y a Kat là, et il y a Robert Pattinson là, et elle se rappelle absolument pas, et lui il sort ça comme ça. Et franchement... Je l'ai vu 2 fois, je me souviens pas de cette scène. Si, mais Non. il les balance à un moment. En gros, il parle de vacances par le passé, et lui il sort ça comme ça dans mon souvenir. Ok. Et du coup, franchement, super intéressant. Et même les rapports au fait que pendant tout le film, c'est vraiment Robert Pattinson qui s'occupe de Kat, qui la soigne quand elle est blessée. Ouais. Et pour moi, en fait, il aurait pu... Enfin, ça pourrait... Lui, il sait que c'est sa mère, mais il ne lui dit pas pour pas avoir d'incidence sur le passé. Sur le présent de Kat, et donc sur les événements passés pour lui qui vient du futur. Et donc, d'après cette théorie, ce serait Max qui aurait été formé puis embauché par les protagonistes dans le futur pour revenir dans le passé, mettre en place sa mission. Mais Voilà. Et il y a un petit lien avec la théorie précédente. Ah. Oh. Parce qu'à un moment, ils racontent qu'ils sont partis en vacances à Pompéi, qui est l'endroit où ils ont Putain. découvert le carré Saturne. Non, ouais, c'est très Et stylé. est-ce que c'est pas super stylé? C'est vrai super que stylé, hein. très stylé. Mais ça, c'est toujours incroyable dans les films. Genre, t'as l'impression, genre, t'as juste un scénar avec genre plein de trucs mis Ouais. bout à bout, et t'as des petits éléments qui reviennent. Tu Et vois, quand tu les étudies, ça- ça fait sens, c'est Ça, pour incroyable. le coup, c'est rien de vérifié, mais je trouve qu'il y a quand même vachement d'éléments pour que la théorie soit Mais pas même, viable. même au-delà de si c'est vérifié ou pas, c'est tellement. Ouais. Enfin, ce serait tellement beau en fait. Ben, ce serait vraiment une théorie incroyable. Après, Nolan, il aime bien laisser les gens galérer, donc je pense que dans Ouais. tous les cas, il donnera jamais aucune info. Puis après, il y a Mais tellement de théories sur les films. franchement, Mais c'est- ouais. Moi, en vrai, ces théories-là, ça me donnerait envie d'avoir un Tenet 2 pour le coup. Même pour Ouais. avoir toute la relation entre Ouais. Niels et le protagoniste. ouais. Et même pour du coup valider cette théorie de Max et Niels. Ça pourrait être vachement intéressant de Bah, voir par contre et il y a plein leur d'éléments. relation et comment ils en sont. Enfin, comment Ouais. on en est arrivé là. Du limite. coup, mais du coup, ça me ferait trop kiffer de voir un 2. Et alors, j'en étais là. Ouais, pour la relation entre Ouais, la les relation entre protagonistes. protagoniste et Neil, et même pour comment est-ce qu'ils ont mis en place toute C'est ça, l'organisation. toute l'organisation, ce serait trop intéressant. Et je pense que Le développement. en soi, même avec le départ de Neil à la fin, c'est trop une ouverture vers un 2. Ouais. Je trouve. Ah, moi je serais pas du tout chaud pour un 2, très clairement. Après, ce serait tellement pas le même genre de film que le premier, du coup, Bah parce que ouais. ce serait pour expliquer Ah, tout ce qui a pas été expliqué. Non, Ouais, puis même, il y a mais- tellement. Ouais, Il en y a trop de plus, trucs à découvrir. En vrai, moi je vois pas. Tellement Est-ce fou. que dans le cinéma de Nolan on a eu des suites dans Ouais. ces films déjà? bah, Je veux dire Batman, mais du coup, t'as quelqu'un là. Vraiment, Bah oui, c'est pas la mais- même chose. Ouais, après, mais c'est pas Ouais. vraiment la même chose. Ok. Bah du coup, parce que là on a fait les théories, les avis, des petites questions sur les films, ce serait pas temps de faire des petites anecdotes Ah, bien si. sympathiques? Oh oui, les C'est anecdotes. l'heure des anecdotes. Putain, j'adore l'heure Déjà, des- avant, bon, c'est un film assez conséquent, donc le budget, essayez de donner une petite tranche du budget si vous l'avez là. Alors, je crois que je l'ai vu. J'en ai aucune idée. Peut-être un petit. Si je l'ai lu. 300 millions. Oh, moins quand même. Ah ouais 114. Plus, 220. moins. 200. 180. On se rapproche, mais c'est moins. Clio R et Clio. C'est une voiture, mec. Si tu fais une ref à ta voiture, c'est pas ouf. Ok, alors. 202. Plus, 205. c'est ça. C'est juste. Donc un petit budget de 205 millions de dollars, qui... c'est pas mal. Ouais, ça commence à C'est faire. vraiment pas mal. Mais du coup, c'est explicable avec toutes les... Bah, en fait, beaucoup de trucs dans le film. Hein. On va commencer par les plus connus. L'avion, durant la scène de l'aéroport avec le Pentagone, donc, qui est un Jumbo Jet 747, est un véritable avion acheté et qui a été, entre guillemets, remis en état pour ensuite être pulvérisé sur... C'est quand même pulvérisé, incroyable. quoi. Donc ils ont vraiment acheté un truc pour le mettre en état et le détruire. J'ai une question, est-ce que tu as une information sur... Je te pose une question, je sais pas si tu sais, sinon c'est pas grave. Est-ce que s'ils avaient foiré la scène, genre comment ils auraient fait pour la retourner, tu vois? Bah je pense que ça aurait été la mort, ou alors... Parce qu'à la base, je Parce crois que qu'ils voulaient le faire au incroyable. niveau des effets spéciaux, mais je suis pas Ok, sûr. parce mais... qu'ils ont littéralement fait cette scène en une prise du coup. Mais par exemple, dans Inception, la scène d'explosion du fort Ouais, à la fin, Ouais, c'est ça a vrai. été fait plusieurs fois, Ouais, hein. ouais, c'est vrai. C'est pas vraiment du tout en one shot. Hein.
La scène. la forteresse à la fin, tu sais, En sur la fait, ils l'ont montagne. foiré et du coup, ils ont dû refaire genre Et une ils ont maquette reconstruit- entière et refaire parce qu'ils faisaient le Et truc ils l'ont une reconstruit seconde 2 fois, je crois, en plus. fois. Ouais, hein. ouais. Donc, non, bah là, apparemment, ça s'est très bien passé. Ce qui est quand même très rare dans le C'est milieu très du bien cinéma passé. d'avoir Là, des giga explosions comme ça sur des aéroports avec des vrais avions. Donc, pour le Boeing, donc c'est ça, le jet, l'avion, c'est un véritable avion. Au niveau de la scène d'introduction à l'opéra, Elle est trop stylée. donc, alors je vais lire totalement mon texte parce que je suis incapable de prononcer le nom de la ville de mémoire. Alors ça a été tourné à Tallinn et c'est une salle de concert et de sport à Linnhall construite pour les JO de Moscou en 80. Et en fait, bah, ce bâtiment tombait en ruine. Tallinn qui est quand même la capitale de l'Estonie. J'ai pas dit, j'en sais absolument rien vraiment. Genre. Bah écoute, je suis très content de l'avoir appris. Bah ils ont retapé l'opéra aussi. C'était pas du tout un. mais C'est trop stylé. C'était pas Ah du oui, tout j'ai comme vu, ça. c'est un truc désaffecté, non? Ouais. Ok, Et ils l'ont il retapé. est utilisable maintenant ou... Je sais Est-ce pas que s'il est c'était véritablement utilisable, mais à la base c'était vraiment les sièges Ouais. étaient en C'est friche trop pas stylé. possible et du coup ils ont Ok. fait avec les accessoiristes, au niveau des décors etc. Ils ont fait un boulot monstre hein, parce que Ouais. bah, rien que pour le jet et pour la scène de l'opéra qui est dans le film tout à fait honorable. Enfin, moi je le trouve C'est un super très bel réaliste. opéra. Et ça coûtait à peu près 150 millions, et les 150 autres millions, c'est le cachet de... des deux acteurs. Sachant qu'en plus mec c'est vraiment un film à 205 millions de budget, du coup ça passe. Putain, ça va être vachement riche. Non, donc ça a été rénové, ce qui tombait en ruine avant. Alors, donner un... Attendez, je vais reformuler la question. Il a été tourné sur plusieurs pays. Ouais. Donnez-moi un petit chiffre, vous pensez combien de pays Nombre de pays? Ouais. Je dirais 6. 5, Un peu plus, 8, un peu moins. 7. Bravo. Non, du coup, ça a été tourné sur 7 pays différents, ce qui est pour un tournage pas mal. Pas mal. Du coup, on a dans 3 continents d'ailleurs, donc on a l'Estonie, l'Italie, l'Inde, le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Au niveau de Pattinson, j'ai 2 petites anecdotes sur Pattinson. On aime. D'ailleurs, Au on niveau salue de- sa performance. Au niveau des scènes de conduite, celles sur l'autoroute, c'est lui qui conduit. Oh, bébé chat. Mais il a du matériel IMAX, il a des trucs vénères accrochés à la voiture. Et c'est lui qui a tout conduit, genre ils sont... Mais après, Putain. il a fait les 24 heures du Mans et il l'a gagné cette année. Arrête. Mais en plus, t'as du coup les cascadeurs. Hein. Les cascadeurs, ils avaient été impressionnés du coup, parce que bah, à la base, lui, il était pas trop serein, mais c'est lui qui a conduit, donc il avait énormément de matos accrochés à sa Bravo voiture. Robert. C'est vraiment magnifique. En Fiat Panda. Après, j'ai une anecdote un peu technique que j'arrive pas trop à comprendre, mais elle avait l'air stylée, du coup, je l'ai prise. Je crois que du coup, Robert Pattinson pensait qu'il ne pouvait pas faire le casting, parce que c'était au moment du coup, de l'entretien avec l'équipe, etc. Apparemment, il y avait du chocolat sur la table, il a dû trop en manger, et il a fait une crise d'hypoglycémie. Du coup, c'est l'inverse. Bah, j'en sais rien, mais c'est Hyper comme ça que c'est. En fait, c'est vraiment. Hyperglycémique. C'est genre vraiment. Non, il y a marqué hypoglycémie. Hein, Ce je mec dis, est sur trop mon- bizarre. Ça n'a aucun sens. Bon, du coup, ça, je pose ça là, mais du coup, il avait peur de pas être pris parce que s'évanouir. Enfin, devant. Il s'est évanoui pendant le casting, Genre, genre. il était pas bien du tout, quoi. Et ensuite, dernière petite anecdote, on avance, t'en supplie. messieurs, dames. Les tourniquets. Du coup, il y en a 4 dans le film. Et ils sont pas du tout placés au même endroit. Quoi Il y a 4 tourniquets dans le film. Avec je te jure que cette phrase sortie du contexte n'a aucun sens. Mais bon, si vous avez vu le film, vous comprenez. Attends, Donc- mais. Mais Tu c'est peux quoi citer cette les 4 anecdote cite les 4 Alors, mais tourniquets. de suite, les 4 J'ai vraiment fait tourniquets, quatre comme ça, t'as je genre, veux dire ça. ils ont tous leurs propres caractéristiques de tournage. Donc t'en as un qui est en Estonie, donc pour l'opéra, Ouais. obligé. Il y en a 2 autres qui ont été fabriqués dans le centre commercial de Hawthorne, je sais pas comment on le prononce. Otan. Ouais, bon, on va dire Otan. ça. Et du coup, il y en a un sur le plateau 23 de la Warner. Donc il y a eu 4 tourniquets. Putain. Oui, alors. Ah, mais moi. Je ne Un mec qui vient Moi seulement aussi, de j'ai compris au milieu de l'anecdote ce qu'il racontait. Non, mais parce que moi, dans ma tête, jusque-là, c'était les tourniquets qu'on passe quand. Mais t'es trop plus. Attends, mais j'avais quand même plus compris que toi. Petit disclaimer, les tourniquets, c'est les endroits où ils passent dans le sens inverse du temps. Non, mais du coup, voilà, petites anecdotes qui sont Corona. sympathiques. Il me semble que j'avais une vanne. Moi j'ai une anecdote, Robert Pattinson a arrêté de fumer. Et je pense Ah. qu'on devrait tous lui dire bravo. J'ai une question. Du coup, ça est terminé pour ce premier format d'après-séance. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween, spécial film d'horreur. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu sous cette vidéo. La et commenter bisasse. s'il vous plaît.